J'ai des expériences marketing, j'ai déjà fait data analyst. Et après, les gens voient, oh, ces profils, c'est très intéressant. Analyst, c'est pas un poste vraiment très technique. C'est vraiment, il faut que tu connais l'écosystème, connais les business pour vraiment proposer des insights. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Lily. Elle est data analyst chez Saint-Gobain en CDI et dans cette vidéo, elle va partager son parcours et ses expériences professionnelles. Moi, je suis Lily, ça fait 5 ans, je suis en France et je suis venue justement pour continuer le master et j'ai fait un master en digital marketing et business chez FAP. Là, j'ai 4 expériences en France, j'ai aussi travaillé un peu en Chine. Tu as fait l'EFAP. Est-ce que tu peux me parler de cette école, s'il te plaît? C'est une école spécialisée en digital et aussi communication, marketing. C'est très connu dans le monde de luxe. Tu m'as dit que tu étais data analyst, donc ça n'a rien à voir. Je voudrais savoir, lorsque tu étais en Chine, tu voulais faire dans la communication, dans le luxe, dans le marketing, c'est ça? Au début, je me fais vraiment la création publicitaire et aussi stratégie publicitaire. Quand je suis arrivée en France, je sais que la France, il valorise plus d'expérience professionnelle. Après d'avoir fini la licence en Chine, j'ai travaillé dans une entreprise e-commerce et j'ai déjà des expériences travailler avec des clients français, aussi des marchés français. C'est vraiment gérer les points de vente chez Cdiscount. J'ai fait un stage chez Fnac Darty. Comment tu as trouvé ce stage? J'ai postulé tout simplement sur le site LinkedIn. Un poste chargé e-merchandising. Ce poste, il est attaché à Category Manager. C'est avant qui s'appelle chef de produit. C'est un peu comme assistant chef de produit. Pour quelqu'un qui ne connaît pas, en quoi ça consiste, chef de produit et assistant chef de produit? Vu que tu es en stage, du coup, tu s'occupes plus des missions opérationnelles, mettre en avant des produits sur le site Fnac et Darty aussi. Moi, je suis recrutée par Category Manager spécialisée en puriculture. Pour trouver ce stage chez Fnac Darty, ça doit être un peu compliqué, non? Moi, j'ai un carte à jouer. Quand j'étais en Chine, je travaillais aussi déjà dans le domaine e-commerce. Et je gère les clients français avec le grand groupe Cdiscount. Ma tutrice et aussi mon 1+2, ils ont bien vu que j'ai déjà connais le milieu e-commerce. Je connais les mécanismes et aussi l'écosystème. Ce que moi je retiens de cette expérience-là, c'est que votre expérience en Chine peut être valorisée en France, dans des domaines très particuliers. Chez Fnac Darty, il y a une équipe internationale qui gère le marché chinois. Il va souvent à Guangzhou pour l'exposition de Guangzhou, pour essayer de recruter plus de partenaires. Je t'ai pas posé la question, mais le français, tu avais Oui. appris avant de venir ou tu as appris lorsque tu as commencé l'EFAP, tu avais des cours en anglais? Comment ça s'est passé le français? Parce que tu parles assez bien aujourd'hui. Moi, j'ai fait une licence en Chine, commerce international, et en même temps qu'on peut choisir le français comme en langue étrangère. Donc quand tu es venu en France, tu avais déjà un niveau B2, C1? Oui, B2, C1. Et donc les cours à l'EFAP, c'était en français, tu as suivi le cursus en français? Oui, moi j'ai choisi français parce que je sais qu'après, là je vais travailler, je vais rester en France. Il faut vraiment que me immerge dans l'ambiance française. Je suis tout à fait d'accord. Parce que si vous voulez venir en France pour travailler sur le long terme, apprendre le français en amont, en Chine, c'est une très bonne idée. Comme Oui. ça, lorsque vous allez venir en France, vous allez pouvoir suivre le cursus en français. Donc ça va accélérer votre apprentissage du français. Vous allez avec des français tous les jours, vous allez faire des projets en français, vous allez acquérir le vocabulaire technique en français. Et comme ça, lorsque vous allez chercher des stages, des alternances, vous allez pouvoir bien vous exprimer et vous allez pouvoir convaincre et ensuite trouver du travail. Ça m'arrive aussi des entretiens à deux langues. Des fois c'est 50% en français, 50% en anglais. Mais des fois, c'est juste à la fin, ils posent certaines questions, genre c'est quoi ton dernier voyage comme question. Oui, c'est pour tester le niveau d'anglais, Ouais, si tu comprends et que tu arrives à exprimer. Tu m'as parlé de Picard. Qu'est-ce que tu as fait chez Picard? Déjà, comment tu as trouvé ce travail et qu'est-ce que tu as fait exactement chez Picard en alternance? Mon copain et moi, on aime bien manger les formules express chez Picard. D'accord. On a une carte fidélité. Attention, pas de publicité. Hein, on continue. Je me suis dit, ah,
Et il y a un poste qui est exactement la même ce que j'ai fait pendant le stage. Pourquoi pas postuler? C'est aussi chargé e-merchandising. D'accord. Et comment tu as trouvé ce poste? Je me balade dans le site LinkedIn. Et tu as fait 1 an d'alternance, mais qu'est-ce que tu as fait concrètement chez Picard? Chez Picard, là, je travaille dans l'équipe digitale et je gère tous les publicités sur les applications et aussi les sites Picard. C'est des choses que des fois les gens n'aiment pas trop, mais c'est des notifications sur votre téléphone. Je D'accord. reçois, il y a une nouveauté qui arrive D'accord. et tout ça, c'est nous qui a programmé et tout ça. Et nous, vraiment s'occuper tous les visuels sur le site web. On travaille beaucoup avec des agences publicité pour les créations. Moi, j'ai préparé le brief. Après, c'est eux qui s'occupent derrière. Et aussi analyser les performances de publicité sur notre site web pour voir est-ce que une fois que vous recevez les notifs, vous cliquez dessus ou pas. J'ai postulé pour des CDD, CDI parce que je me suis dit quand t'es diplômé, c'est difficile de trouver CDI directement peut-être. Et là, je cherche, je galère comme tout le monde, je pense. J'ai postulé chez Mano Mano, les sites qui spécialisent en bricolage en ligne. Et j'ai passé 5 tours, mais après, il m'a dit que j'aime trop ton profil, mais on préfère quelqu'un qui a plus d'expérience. Je reçois les labels quand j'étais sur place de match volley de la Chine contre le Turc. D'accord. J'ai pleuré après parce que la Chine a perdu aussi. Les gens ils pensaient que j'ai pleuré pour le résultat. Ok. Donc mano à mano, tu avais beaucoup d'espoir. Tu as fait 5 entretiens. En plus, le manager t'aimait bien. Il avait dit, mais il y a quelqu'un dans l'entreprise qui a décidé de choisir quelqu'un d'autre. En plus, les recruteurs, il est très sympa chez Mano Mano. Il m'a dit que t'inquiète, ici on a toutes les nationalités, on est très ouvert, t'inquiète pas pour ça, pour l'intégration avec tes collègues et tout ça. En parlant de ça, c'est une start-up, Mano à Mano, avant. Avant, oui, maintenant c'est grand. Maintenant c'est grand. Dans les start-up ou dans les jeunes entreprises très dynamiques qui ont beaucoup de potentiel, généralement la culture d'entreprise est très ouverte. Vous cherchez du travail. Je ne sais pas si c'est une spécificité chinoise, mais vous visez tout le temps les grands groupes. Je veux travailler L'Oréal, je veux travailler Danone, je veux travailler LVMH. Grands groupes tout le temps. Pourquoi est-ce que vous ignorez les startups, à ton avis? Je pense que l'écosystème startup en Chine, c'est différent par rapport à celui en France. Celui en France, c'est vraiment très humain. En Chine, on considère les startups, ils te recrutent, ils te prennent comme des main-d'œuvre pas chères. Aussi, les process, c'est pas très bien développé. Je trouve que comme des jeunes diplômés, c'est mieux de faire une expérience dans un grand groupe d'abord pour avoir vraiment, voir un peu l'environnement et l'ambiance de travail. C'est différent parce que dans les grands groupes, on est d'accord, les process, ils sont très transparents, ils sont très bien faits déjà. Tu peux t'apprendre dans un milieu plutôt déjà bien construit. J'ai envie de rebondir sur les startups. Il y a différents types de startups. Il y a les toutes petites startups où il y a 5 personnes qui ont moins d'1 an et qui risquent de mourir très vite parce qu'il n'y a pas d'argent. Après, il y a des moyennes startups où ils sont déjà 30, 50, où le business model, il est déjà assez viable, ils ont des investisseurs, ils ont de l'argent. Après, il y a des grandes startups où ils sont 150, 200 personnes. Personnellement, je travaille dans des grands groupes et j'ai travaillé dans des startups. Aujourd'hui, je suis encore en startup. Personnellement, je préfère startup parce que tout est encore à construire. On est à proximité des personnes qui peuvent décider. Le CEO, le CTO, le CFO, ils sont à côté de nous et on peut parler avec eux. Ce qui est drôle, c'est qu'eux-mêmes, parfois, ne savent pas exactement c'est quoi la suite. Donc ils nous demandent qu'est-ce qu'on fait. C'est une aventure. C'est une aventure, on est tous ensemble. Alors que dans les grands groupes, tout est déjà tout construit, on est un pion. Tu as un manager qui est un manager qui est un autre manager. Et lorsque tu as besoin de décider quelque chose, il faut faire une réunion et envoyer un email, puis attendre une semaine, puis attendre, après ça redescend comme ça. C'est extrêmement lent. Beaucoup de validations par différentes hiérarchies. Parce que j'ai beaucoup des retours par rapport aux expériences de start-up. Ils sont plutôt positif. Des fois, tu prends des responsabilités très importantes et aussi qu'ils valorisent aussi ton performance. Mais par contre, dans un grand groupe, peut-être si tu veux évoluer, c'est moins rapide. Tu m'as toujours pas dit ce que tu as fait. J'ai invité un ami, on est sorti boire un café. Et après, je me suis dit, je cherche un travail. Il m'a dit que si ça te dérange pas, que son copain, il travaille dans une entreprise d'énergie, il est en train de chercher un poste de data analyst. Peut-être ça peut t'intéresser. Je me suis dit, oui, pourquoi pas. Donc c'est un contact qui t'a présenté ce travail. C'est quelle entreprise? Il s'appelle Proxyserve. C'est une entreprise qui gère les énergies, genre les chauffages. Mais tu m'as dit data analyst.
Tu es passé de merchandising, e-merchandising, vers data analyst. Quand j'étais chez Fnac Darty, il y a des gens, ils font des remarques genre, Lee, je trouve qu'il était fort en analyse. Parce que des fois, il y a des CDI qui ont besoin un rapport vraiment pour présenter dans les réunions business review, pour concevoir leur stratégie. Ils viennent me voir pour me demander sortie des rapports pour eux. Et je me suis dit, ah, peut-être j'ai doué sur ça. Mais tu utilisais quel outil? Tu utilisais Excel? Excel et aussi Adobe Analytics, Look Studio, Power BI aussi. Ça fait quoi un data analyst en B2B? En B2B, c'est vraiment reçoit beaucoup des rapports de consommation des clients. Et des B2B, on travaille avec des gros bailleurs et nous, on analyse l'ensemble de leurs clients. S'il y a des anomalies, il y a des alertes, il faut l'identifier. Et après, on conçoit des rapports. Comment tu es devenu data analyst? Parce qu'il y a des gens qui font des formations spéciales data analyst pendant 2-3 ans, alors que toi, tu as appris toute seule? Je suis pas dans data analyst côté très technique, c'est vraiment de côté avoir fort lien avec business. Il faut vraiment aussi avoir deux casquettes. Il faut avoir des connaissances marketing en même temps, tu sais comment analyser des données. Parce que des fois, analyste, c'est pas un poste vraiment très technique. C'est vraiment, il faut que tu connais l'écosystème, connais les business pour vraiment proposer des insights. Parce que quand on pense data analyst, on pense SQL ou Python. Ça, c'est plutôt technique. Ouais. Technique. Ce que Lily vient de dire, c'est que l'expérience du monde entrepreneurial, du client, de l'écosystème, c'est peut-être aussi important que la technique, voire peut-être plus important que la technique, parce que faire des analyses, l'IA peut le faire. Par contre, comprendre ce que l'IA va proposer, poser les bonnes questions et après expliquer aux parties prenantes, ça demande de l'intelligence, ça demande de comprendre les autres parties prenantes. Il faut savoir coordonner aussi, collaborer avec des gens des différentes équipes aussi. Si vous avez envie de faire une formation data analyst technique, SQL, Python, pas de problème, mais il ne faut pas ignorer, négliger la partie business des entreprises. Elle a travaillé chez Fnac Darty, puis chez Pika. Donc elle comprend l'environnement entreprise e-commerce. Donc elle comprend comment pensent les parties prenantes. C'est quoi leur problème, ce qu'ils ont envie d'entendre, ce qu'ils n'aiment pas entendre, ce qui est utile, ce qui n'est pas utile. Et après, avec ses compétences où elle apprend en data analyst, elle arrive à raconter des histoires pour satisfaire des collègues qui ont besoin de ces informations-là. J'ai des expériences marketing, j'ai déjà fait data analyst. Et après, les gens voient, oh, ces profils, c'est très intéressant. Si ça compile ensemble, ça renforce ton profil. Et justement, grâce à ces doubles casquettes, j'ai réussi à trouver un CDI au sein de groupe Saint-Gobain. Raconte-nous. Comment tu as trouvé ce CDI et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? J'ai cherché, j'ai postulé des offres aussi sur LinkedIn. C'est mon meilleur ami, le LinkedIn. D'accord. Et après, j'ai vu un poste data analyst dans l'équipe référentielle dans un filière de groupe Saint-Gobain, ça s'appelle Plateforme du bâtiment. C'est spécialisé pour les clients artisans, c'est B2B aussi. Et pendant l'entretien, ils t'ont posé des questions techniques? Pas trop. Il m'a juste posé certaines questions plutôt simples, des KPI et tout ça pour vraiment analyser tes performances, tes taux de marge et tout ça. Parce qu'avant, quand j'ai cherché mon alternance, j'ai postulé pour des cabinets de data. Vraiment, c'est 2 heures d'entretien, 1 heure de test technique, 1 heure de discussion. Est-ce que tu peux me raconter qu'est-ce que tu fais au quotidien? Je travaille en étroite avec l'équipe marketing et je reçois des demandes d'analyse. Je dois analyser toutes les performances des prix pour voir est-ce que c'est rentable pour l'entreprise. Une partie de mission, c'est aussi data management. Nous, on gère aussi la qualité des données dans notre base de produits. Et on travaille beaucoup avec l'équipe DSI pour proposer des outils plus performants, faciliter l'analyse, et gérer notre pricing pour les markets. Entre nous, tout à l'heure, tu as discuté que tu voulais évoluer quelque chose de plus technique. Je travaille aussi avec data scientists chez nous. Eux, ils travaillent pour tous les services parce que des fois, le salaire, c'est plus élevé aussi. C'est très important, oui, l'argent c'est très important. Oui, c'est une raison. Moi, après, peut-être je préfère travailler dans un groupe fintech. D'accord, donc tu veux évoluer vers data scientist. Plus de challenge. Tips. Là aujourd'hui, vous êtes en France, vous cherchez du travail, vous êtes déjà en alternance, CDD, CDI, vous travaillez. Attention, il ne faut pas s'endormir. Ah, j'ai mon CDI, yeah.
Il ne faut pas s'endormir. Ouais, si vous avez travaillé 1 an, 2 ans, et le temps, ça passe très très vite. Et il y a l'IA qui arrive comme Oui. ça. Donc attention, continuez à vous former tout seul. Soit YouTube, soit l'IA, soit il y a des formations, des bootcamps, des formations où vous pouvez faire 3 mois du concret où vous allez vous former. Mais continuez à avancer. Et même si vous avez fait du marketing et aujourd'hui vous êtes dans le digital ou vous êtes dans le data analyst, continuez à acquérir des compétences pour avoir une double casquette, triple casquette. Parce que si vous êtes mono quelque chose et que l'IA arrive, c'est très dangereux pour vous. Oui, dans un grand groupe, c'est intéressant chez nous, c'est tu peux évoluer et après une fois que l'outil est plus stable, on peut vous guider vers des sujets plus avancés et peut-être c'est un oui, je vois que je vois tu connais l'histoire. Attention. Donc, de ce que je comprends, tu es en train de construire un outil qui va potentiellement te remplacer, c'est ça? Ouais. Pour automatiser ton travail. Ouais, c'est ça. Et le manager va dire, oui, t'inquiète pas, on va te garder, on va te trouver un meilleur travail. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a des entreprises où vraiment la culture d'entreprise, elle est vraiment comme ça. Donc ça, on peut vraiment le croire. Mais je pense que chez nous, c'est un peu comme ça. Parce que les gens, ils partent pas trop, ils partent pas, ils restent dans le même groupe 20 ans, 30 ans. Ils évoluent vers des postes différents, mais ils sortent jamais le groupe. Quand j'étais chez Picard, et là, je suis la seule chinoise qui est dans l'entreprise. À la fin de ma alternance, il y a une autre chinoise qui a recruté pour un poste product owner dans l'équipe Digital Factory. C'est marrant qu'on a un secret Santa chez Picard chaque Noël. On va aller tirer au sort une autre personne et on va mettre un budget 5 €, 10 €. Et après, vous allez offrir ce cadeau à cette personne-là en secret. J'ai tombé sur le directeur de Digital Factory. Et au début, j'ai un peu peur. Je me suis dit, elle a un poste très important, je sais pas quoi à choisir. J'ai regardé un peu sur Redbook le meilleur cadeau pour secret Santa. Okay. Et après, j'ai acheté un chat porte-bonheur. Elle a trop aimé. Il m'a demandé ça signifie quoi. Je me suis dit en Chine, ça veut dire l'argent vient, l'argent vient. Il m'a dit j'adore ça parce que j'ai besoin du budget pour développer l'équipe. Il adore, il trop aimé. Il montrait tout le monde qui dit c'est un super cadeau, c'est original. Et après, grâce à ces petites histoires, quand la fille chinoise qui passait l'entretien avec la directeur Digital Factory, elle a dit que peut-être c'est le destin que je vais recruter une autre chinoise dans l'équipe. Du coup, elle a mentionné pendant l'entretien. Je suis trop contente pour elle. Lorsqu'on doit offrir un cadeau, on cherche des trucs très compliqués. Mais les Français, ils aiment bien tout ce qui est un peu culturel. Un peu culturel. Si vous voulez faire plaisir à des Français, offrez des cadeaux qui ont un lien avec la Chine. Et ils vont adorer. Hein. Moi, j'apporte du thé. Du Hongcha, du Lucha, des trucs classiques, hein. Et je fais goûter à mes collègues. D'habitude, eux, ils boivent du Lipton avec du lait et du sucre. Et je leur dis, vous buvez, vous mettez pas de sucre, pas de lait, hein. Et après, ils trouvent ça super bon. Et après, mes collègues me disent, tiens, tu peux m'en donner plus, je vais faire goûter à ma famille. Parce qu'ils n'ont jamais goûté. Si tu pouvais refaire, tu ferais école d'ingénieur, c'est ça? Oui. C'est sûr, 100%. D'accord, et pourquoi? Raconte. J'ai l'impression que les métiers ingénieurs, il y a plus de sens. Et je suis pas en train de dire les autres métiers qui sont pas bien, mais je trouve qu'ils sont très intelligents, qui sont vraiment en train de faire changer le monde. Par exemple, mon copain, il travaille dans un start-up, aider les handicapés de remarcher. Ces machines, ils permettent des handicapés de remarcher. Même il me paye pas trop bien, je trouve qu'il y a du sens, tu aides les gens. Si tu pouvais recommencer, tu ferais école d'ingénieur. Oui. Les FAP, c'est pas bien? Non, EFAP, c'est bien, ça dépend. Il faut bien réfléchir ce que tu veux. Je trouve le côté data est quand même besoin des gens très techniques. C'est juste, ça dépend de ton besoin. Si tu as un profil très technique, peut-être je te conseille de choisir l'école ingénieur. Parce que tu penses que la technique, ça te convient mieux par rapport à ta personnalité et à ta carrière professionnelle. Oui, parce que tes postes techniques, ça veut pas dire que tu communiques pas avec tes gens. Tu dois présenter une solution que tu as développée, tu as besoin et collaborer avec des différents services de côté métier et tout. C'est pas parce que tu communiques pas, c'est juste, c'est pas la même façon. Moi, je comprends ce que tu veux dire. Moi, je suis product manager en startup. Je suis dans l'équipe IT. Donc, je travaille avec mon manager, c'est mon CTO. Et tous mes collègues, ce sont des développeurs. Mon CTO, il passe beaucoup de temps en réunion pour justement présenter tout ce qu'on fait, la roadmap. Il est très fort techniquement, mais son travail, c'est pas développer. Moi, c'est communiquer. Ceux qui parlent moins, ce sont les développeurs qui, eux, développent beaucoup. Et moi, je suis PM, donc je suis entre les deux.
Donc moi aussi, je parle beaucoup, mais moi, je parle avec des autres clients. Je parle beaucoup avec mes collègues pour présenter ce qu'on est en train de faire, les rassurer, leur présenter, les former. Moi, je ne suis pas technique, mais je comprends le monde technique. Je ne sais pas coder, mais je connais suffisamment pour travailler avec l'équipe informatique. Donc moi aussi, j'ai cette double casquette business et technique. Et c'est pour ça que ton métier et mon métier, on est protégé contre l'IA. Parce qu'il y a beaucoup de relationnel. C'est notre capacité à transformer du blabla ou de la donnée ou du technique, du jargon technique en une solution concrète. Quelle valeur on apporte aux clients ou aux parties prenantes. Oui. Il faut la expliquer. Et j'ai des clichés sur les métiers ingénieurs aussi. Je pensais qu'eux, ils se côté, ils sont tous nerds et tout ça. Mais finalement, je trouve que j'ai beaucoup d'amis qui sont en ingénierie, je trouve que c'est pas du tout ça. Des fois, ils font des déplacements vers en Chine pour voir des usines, ils trouvent des fournisseurs, réfléchir en amont pour construire les solutions techniques. C'est pas juste en train de coder, sortir le résultat et tout ça. Je pense à Elon Musk. Donc c'est quelqu'un qui code, qui comprend la technique, qui est très intelligent. Je suis sûr qu'il est très intelligent, mais qui comprend aussi le business et qui communique beaucoup. On va faire une hiérarchie. Quelqu'un qui fait ingénieur peut faire école de commerce. C'est ça. Quelqu'un qui fait école de commerce ne peut pas forcément faire ingénieur. Tu peux pas faire en l'envers. Qui peut le plus, peut le moins. Quelqu'un qui a fait école d'ingénieur peut facilement apprendre le marketing, peut apprendre la comptabilité et la finance, et il aura toutes ses compétences et il pourra créer des solutions, créer une entreprise, il peut faire plein de choses. Il y a des Chinoises qui me contactent, qui sont en France, qui ont fait spécialité littérature anglaise 3 ans en Chine. C'est chaud après pour trouver du travail en France. J'ai envie de dire c'est mission impossible parce que ça c'est pas concret. Je comprends que la culture, l'art, humainement, c'est très intéressant, mais j'ai envie de dire argent. C'est pas très pragmatique. Voilà, argent. Les entreprises, ils vendent du bien et des services, il faut faire entrer de l'argent pour payer les salaires. Donc, il faut apporter justement des solutions pragmatiques. Et c'est ça, les ingénieurs, c'est ce qu'ils font concrètement. Ils construisent plein de choses pour gagner en productivité. Ils ont un cerveau très stimulé. Il y a Lily qui te regarde, il y a 5-6 ans, avant que tu arrives en France. Elle te regarde, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Je veux lui dire bravo. Je trouve que tu es une fille très persévérée. Si tu veux quelque chose, tu fais tout pour l'avoir. En tant qu'une Chinoise qui vit en Europe, des fois, c'est difficile de trouver des exemples. Moi, je conçois mon propre parcours. Il ne faut pas de limite à cause de ta nationalité et ton sexe. Il faut vraiment être toi-même. Il y a beaucoup d'Asiatiques qui sont bien réussis ici. C'est pas parce que tu es étrangère, tu connais pas la culture, tu peux pas. C'est vraiment, il faut t'accrocher bien, vraiment faire des efforts pour réussir. Ce que tu dis, c'est qu'il ne faut pas se limiter. Et c'est pour ça que je fais ces interviews, pour raconter l'histoire des gens, des parcours différents. Chacun a sa propre histoire, son propre parcours, et que c'est possible. Moi, je suis né en France, mais je suis souvent aussi le seul Chinois. En start-up, comme je dis, il n'y a pas beaucoup de Chinois. Donc, je suis le seul Chinois et tout le monde s'en fout. Peut-être que j'ai de la chance, mais les gens, ils regardent ta personnalité, si t'es sympa, si t'es performant, et tu collabores. On s'en fout de ton origine ou de ton sexe. Ils sont curieux. Ah, t'es chinois, raconte-moi la Chine. Après, c'est humain à humain. Parce que t'es sympa, tu travailles bien, t'es souriant. Oui, c'est ça. C'est ça qui compte, c'est tout. C'est le plus important. C'est ça qui compte, c'est tout. Faut pas avoir peur. Ah, je suis chinois, les gens n'ont pas confiance en moi. Je crois que des fois, il y a des camarades ou des amis chinois, justement, ils pensent qu'ils peuvent que postuler pour les postes qui lient la Chine ou lient l'Asie. Je pense qu'il ne faut pas faire ça. La preuve que non. Ouais, c'est ça. Et en plus, si tu viens en autre culture, c'est en force aussi des fois. Quand j'étais chez Picard, notre travail, c'est un poste très intéressant. Ils testent des recettes différents pays pour concevoir leur propre gamme. Des fois, il y a des plats chinois. On fait des campagnes promotionnelles aussi. Ils me demandent un peu mon avis aussi. Mais est-ce que tu as envie de rentrer en Chine un jour? C'est quoi ton plan? Des fois, j'hésite. Mais des fois, il y a des amis qui me font peur aussi. J'ai pas mal des amis qui sont retournés en Chine, qui m'ont fait des retours sur le marché du travail en Chine, l'ambiance. Eux, ils travaillent beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup. L'équilibre entre la vie pro et la vie perso, c'est pas très le cas. Mais je me suis dit pourquoi pas un jour retourner quand le marché ça évolue un peu. Même mes collègues français font des remarques. Des fois, je fais des heures comme pas possible et ils disent ah Lee, t'es trop chinoise. Mais aujourd'hui, tu fais beaucoup d'heures supplémentaires comme ça? Oui, parce que nous, on est vraiment
gérer les pressings à temps réel. Tu peux Donc, pas attendre. demain, on peut pas Ouais, dire allez parce 6 que- heures, on verra demain. Donc dans ton entreprise, il y a un peu d'heures supplémentaires de temps en temps. De temps en temps, oui. Parce que moi, j'ai signé un contrat cadre, mais un forfait jour. Si dans votre entreprise, il n'y a pas cette culture d'heures supplémentaires, ils n'ont pas cette habitude-là, s'il vous plaît, ne travaillez pas plus. Je sais que vous voulez, je vais travailler plus, ça me dérange pas, et comme ça, mon manager il sera content. À court terme, peut-être, mais vous êtes en train de mettre la pression sur vos autres collègues français. Normalement, on finit à 6 heures, vous restez jusqu'à 19h, 20h. Les collègues vont le voir et ils vont dire ok, mais pourquoi ce Chinois il travaille autant? Nous aussi maintenant on doit rester à cause de lui. Donc ça met la pression sur tout le monde alors que le manager il était habitué à que tout le monde parte à 18h. La culture d'entreprise ne demande pas d'heures Ouais. supplémentaires. Je sais que vous avez envie de bien faire, c'est une course vers le bas. Si vous travaillez plus, les autres Français vont travailler plus, donc vous allez travailler encore plus et c'est l'entreprise qui va gagner. Mais chez nous, c'est pas à cause de moi, je travaille Oui, beaucoup. parce que C'est la vraiment culture qui est comme les ça, le besoin. directeurs aussi ils travaillent beaucoup. Mais tu peux partir plus tôt si t'as pas le travail ce jour-là. D'accord, ça se rééquilibre. Ouais, c'est ça. Tu peux finir à 16 heures si ce jour il n'y a pas d'urgence. Merci beaucoup pour cette interview. Lily, elle est aussi présente sur Xiaohongshu où elle partage son expérience via des vidéos vlog et elle est également photographe pour prendre des photos. Si vous venez à Paris, elle peut vous accompagner. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. À la Bye bye. prochaine!